Donc, bienvenue à vous, bienvenue à l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. On va faire cette brève présentation et essayer de répondre aussi à la suite à vos questions, mais n'hésitez pas aussi à faire le tour de l'école. Il y a partout des relais, étudiants, enseignants et des équipes administratives pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, je me présente, Hélène Corset-Maillard, je suis la directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Véronique Roblin, directrice adjointe de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Moi, je suis Frédérique Joly, je suis la directrice des études de l'École d'architecture de Marseille et je vous parlerai plus particulièrement du concours, de l'entrée dans l'école et des formations. Et Sébastien Corr, je suis architecte praticien et enseignant à l'École supérieure de Marseille. Voilà, je vous parlerai peut-être plus de la formation et des métiers de l'architecture. On peut passer, voilà, alors, qu'est-ce que c'est que l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires? Pour ceux qui connaissent un peu Marseille, vous avez vu pousser ce bâtiment-là depuis 2 ans, puisque le bâtiment a été livré et on a pu faire la rentrée 2023 ici à l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. Avant, l'école de l'architecture se situait à Lumini, à l'entrée du parc national des Calanques. Donc, pourquoi l'Institut méditerranéen et qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un établissement, enfin, c'est pas un établissement, c'est un regroupement de 3 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires, c'est 3 établissements, donc l'École nationale supérieure d'architecture, mais également une antenne de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, qui a donc une antenne à Marseille, et une composante d'Aix-Marseille Université, et plus précisément un institut d'urbanisme et d'aménagement régional qui dépend de la faculté de droit. Pourquoi ce regroupement? Simplement, l'idée a été très forte de regrouper et de pouvoir essayer d'augmenter en fait les relations transdisciplinaires entre l'architecture, l'urbanisme et le paysage. C'est aussi un projet qui a vocation, au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche, à être un lieu aussi de diffusion culturelle liée aux disciplines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Alors, sur la diffusion, peut-être juste, on a ce bâtiment absolument fabuleux et on a un forum que vous avez peut-être pu visiter. Et dans l'une des missions des écoles d'architecture, c'est aussi de diffuser la culture architecturale. Ce n'est pas simplement de former des architectes, mais c'est aussi de diffuser toute cette culture. Et donc, par le fait d'avoir ce lieu d'exposition de 500 mètres carrés, c'est de pouvoir présenter les travaux des étudiants pour l'ensemble du public et aussi pouvoir faire d'autres expositions avec, par exemple, la Maison de l'architecture et de la ville, avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes, avec qui nous avons des grands liens aussi. Donc, voilà. La diapo que vous avez là, en fait, juste pour vous montrer et préciser quand même que c'est donc 3 formations différentes. Aujourd'hui, il y a vraiment 3 formations en architecture, en urbanisme et en paysage. Et ce regroupement, il est très récent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de double diplôme ou de formation conjointe. Par contre, il y a vraiment l'idée d'intensifier les liens à la fois dans l'enseignement et dans la recherche. Et donc là, cette image que vous avez vous montre un workshop qu'on a initié pour la 2e année, qui est un workshop commun des 3 établissements, donc qui a regroupé en travail de groupe des étudiants des 3 formations, dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Marseille et sur le territoire de Marseille, sur le sujet des noyaux villageois, de l'intensification urbaine et de qu'est-ce qui se passe le long et au bout des lignes de transport en commun. Donc ça, c'est un exemple, mais on pourrait en citer beaucoup, d'exemples de partenariat. Et la spécificité de celui-là, c'est quand même d'avoir rassemblé et travaillé très fortement en transdisciplinarité. Vous pouvez passer à la diapo d'après. Donc il y a aussi une dimension recherche, de mutualisation de la recherche, donc les laboratoires de l'ENSAM, mais également les laboratoires de l'école de paysage et de l'Institut d'urbanisme. Et puis la diapo d'après, la diffusion, c'est ce que... Oui, c'est ce que tu racontes. Voilà, et puis donc là vous avez des images de l'exposition inaugurale. L'exposition inaugurale, le bâtiment a été inauguré par
Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, et l'ensemble des représentants aussi des collectivités locales. C'est un bâtiment qui a été c'est un bâtiment public, c'est un établissement public qui a été uniquement financé par le public, par le ministère de la Culture et par les collectivités locales, avec cette vocation très forte au centre-ville et cette volonté de revenir au centre-ville aussi pour enseigner et parler d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Et l'expo inaugurale présentait des travaux à la fois très locaux à Marseille, mais aussi à l'international, des établissements à la fois des paysagistes, des architectes et des urbanistes. Peut-être aussi juste pour compléter sur la diffusion de la culture architecturale, hier soir par exemple se tenait une conférence avec justement une paysagiste qui animait les débats, avec un enseignant de l'école d'architecture et un enseignant de l'Institut d'urbanisme à propos des déchets et plus particulièrement des déchets des chantiers suite à une construction architecturale. Et c'est aussi tout ce qui fait, tout ce qui anime le cœur aussi de cette école, c'est l'enseignement, mais aussi la réflexion qui va plus avant dans des laboratoires, entre les enseignants, etc., sur toutes les problématiques liées à des chantiers. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'IMVT, Hélène le disait, ce n'est pas un établissement, mais c'est le regroupement de 3 établissements. Il n'y a pas de structure juridique aujourd'hui, mais on est tous ici au même endroit. On a environ 1300 étudiants, donc on dit toujours environ parce que chaque année ça fluctue. On a une capacité d'accueil de 175 étudiants, mais parfois il y en a qui viennent en transfert, parfois il y en a qui viennent par d'autres voies, les DAP, etc. Donc globalement, avec les 3 établissements, on est à 1300 étudiants, dont 1100 juste pour l'école d'architecture. Une équipe de 350 enseignants et chercheurs. Là aussi, c'est pour les 3 écoles réunies. Nous, on est environ 150, 160 enseignants, chercheurs à l'école d'architecture. Et des équipes administratives et techniques, une 60aine de personnes. Donc ça fait beaucoup de monde sur le site de l'IMVT. Allez, ça change un peu. Sur l'ancrage territorial, je dirais que on a une spécificité à Marseille, c'est la Méditerranée quand même. La mer, c'est une horizon, donc on ne travaille pas avec cet élément de la même façon que dans les montagnes, par exemple, ou dans les plaines. Évidemment, il y a une géographie qui est là. Il y a aussi un contexte, c'est-à-dire qu'on est en lien avec tous ces matériaux qui sont propres à la Méditerranée et qui sont adaptés à un climat, d'ailleurs, dont on puise inspiration pour faire projet face au réchauffement climatique, par exemple. Voilà, il y a une spécificité qui est là, et on devance finalement ces enjeux climatiques qui vont remonter au moins la vallée du Rhône, si ce n'est pas plus haut encore. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant ici à Marseille. Et il y a la question des ressources et la question de la végétation qui est assez atteinte par ce réchauffement climatique. Et donc, voilà, on a aussi finalement un grand territoire à couvrir, la Corse, la région PACA, les pays qui sont voisins. Ce sont voilà, des sources d'inspiration pour s'ancrer dans ce territoire et faire sens avec l'architecture. Donc l'école d'architecture de Marseille a évidemment ses spécificités, mais elle fait aussi partie d'un réseau cohérent et commun de 20 écoles nationales supérieures d'architecture. C'est une école publique qui relève de la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça, c'est important de le savoir, à l'heure où il y a beaucoup de formations privées aussi qui se développent, alors pas tellement finalement dans le domaine de l'architecture, mais en tout cas dans beaucoup de domaines. C'est important d'avoir en tête que c'est un réseau d'écoles publiques, voilà, avec des frais d'entrée qui sont assez limités, et puis un suivi et un cadrage qui nous pousse à l'excellence, puisque tous les 5 ans, les établissements sont évalués, les programmes sont revus, et il y a une exigence qui est partagée dans ce réseau des 20 écoles, qui ne sont pas en concurrence, qui sont vraiment en complémentarité et réparties sur le territoire, et qui ont beaucoup de choses en commun et à la fois des spécificités dont Sébastien a un petit peu parlé.
peut-être juste sur les étudiants. Donc nous, on a, ce que je disais, 1150 étudiants, 590 en licence, 230 en première année. Donc 230, c'est les 175 dont vous parlera Frédéric après sur le recrutement des primo-entrants. Et les autres, ce sont soit des redoublants, soit des personnes qui viennent par d'autres canaux. Mais en général, on est plutôt à 200 maximum. Juste pour ajouter à ce que disait Véronique, on a donc la licence, le master, mais on a aussi des post-diplômes. On en a un qui s'appelle la HMONP. On en parlera brièvement tout à l'heure, mais je pense que ce n'est pas le propos aujourd'hui. Et puis on a aussi deux autres formations, la formation professionnelle continue, qu'on appelle la FPC, là qui s'adresse plutôt à des personnes qui sont déjà en activité professionnelle. Et on a aussi cette formation double cursus. J'imagine que vous aurez peut-être des questions à ce sujet. Sachant qu'au 4e étage, il y a les services de la pédagogie aussi qui pourront vous répondre précisément, notamment sur ce double cursus. Mais bon, voilà, je vous tracerai déjà les grandes lignes tout à l'heure. Mais il y a donc Cécile au 4e qui pourra vous répondre sur ce sujet. Alors, quelques mots sur la formation de métier d'architecte. On compte, je disais tout à l'heure, on compte 0,4 architectes pour 1000 habitants en France. C'est 5 fois moins que tous les autres pays d'Europe quasiment. Voilà, donc on a besoin d'architectes en fait, on est en déficit. Il y a plein de travail, il y a plein de choses à réexplorer, à réinvestir, à réinventer aussi. Et c'est vrai que le métier, en fait, c'est pas un métier, c'est des métiers d'architecture, parce que les architectes, finalement, ils investissent plusieurs types de métiers. Ça va de la créativité, de la scénographie, de la décoration, jusqu'au paysage, où ils intègrent des agences paysagistes, des bureaux d'études techniques aussi, où il y a souvent des architectes, finalement. Donc il y a cette partie qui est toujours sur la pratique, finalement, du métier. Mais il y a aussi la commande, où les architectes investissent de plus en plus les administrations, les instances, voilà, la gestion même de l'urbanisme des villes et des territoires. Donc, et plus on a d'architectes dans les instances, et plus le débat s'élève, en fait, en vérité. On a besoin d'avoir des réflexions beaucoup plus larges sur les choix de société, en vérité. Donc ça, c'est pour le métier. C'est sûr que c'est un métier à grande responsabilité, à vocation publique. L'architecture est à vocation publique. On doit servir des territoires, et des territoires, c'est des gens, c'est une histoire, c'est des ressources, voilà, c'est des espaces, et c'est donc ça, notre métier. Donc cette responsabilité qu'on a vis-à-vis de beaucoup de choses, finalement, d'une géographie assez large, il faut être armé pour ça. Et donc c'est là où la formation qu'on développe s'attache à accompagner les étudiants à acquérir un maximum de compétences et de culture très élargie, puisqu'en fait, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais autour du projet, qui est quand même le fond essentiel de la formation, gravitent les fondamentaux tels que l'histoire, la théorie, la culture architecturale, les sciences humaines et sociales, la sociologie, l'anthropologie, la question de la ville et des territoires, donc de la géographie aussi, et puis tout ce qui est sciences très scientifiques, c'est-à-dire la structure, la construction, et les parties aussi sensibles, la représentation, la création, l'expression artistique, qui prend toute sa part dans l'architecture. Et donc, notre métier, c'est de faire synthèse, avec grande responsabilité, de faire pédagogie au prix de tous, de tous les décideurs, y compris politique. Donc vous voyez que c'est un métier avec un fort engagement. Et c'est ça qu'on dispense tout au long de la formation, c'est d'acquérir progressivement des outils en licence, d'être capable de composer en fin de licence, et puis ensuite de se développer en s'engageant sur des thématiques fortes qui doivent répondre aux enjeux sociétaux, tout simplement. Peut-être pour compléter, je pense que c'est important de dire que le métier de l'architecte, il est nourri par une formation qui est transdisciplinaire, et ça c'est extrêmement important, et qui est construite autour de la capacité de projet.
Et c'est vrai que tu parlais du milieu professionnel. On est face à des enjeux, enfin voilà, que vous connaissez tous, des enjeux d'effondrement de la biodiversité, des enjeux climatiques, des enjeux qui nous poussent à pouvoir questionner et essayer d'apporter des réponses face à des sujets qui sont extrêmement complexes. Et face à cette complexité, on a besoin de transdisciplinarité. Et les architectes sont formés à la fois à pouvoir travailler avec d'autres, parce que l'architecte ne va pas évidemment apporter toutes les réponses, mais en tout cas, il est formé à essayer d'avoir ce regard critique, cette vision de projet et cette capacité de synthèse. Et du coup, ça se retrouve en fait dans l'enseignement. Alors l'enseignement qui est vraiment très très centré sur ce sujet du projet, et à la fois un projet qui est nourri, comme tu le disais, par tout un panel de disciplines qui vont du champ scientifique avec la question des matériaux, des structures, des enveloppes, des dimensionnements, en passant par la culture architecturale, l'histoire, les sciences humaines et sociales, et puis les disciplines sensibles de l'art, de la représentation, qui sont également extrêmement importantes. Et en fait, toutes ces disciplines-là concourent en fait à la fabrication du projet, ce projet qui restera au cœur en fait du métier de l'architecte, quelles que soient les pratiques, que ce soit une pratique de maîtrise d'œuvre, que ce soit une pratique de maîtrise d'ouvrage, que ce soit dans un bureau d'études, que ce soit dans une collectivité publique, que ce soit dans le conseil. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et ce projet, qu'est-ce que c'est que le projet? Alors ça, c'est un peu difficile de raconter, il faut aller voir, mais c'est à la fois un travail individuel et un travail collectif. Et c'est un travail beaucoup sur la question de l'apprentissage du regard, déjà regarder où on intervient, et ensuite être en capacité de projeter et d'imaginer des espaces où en fait des transformations d'espace. Comment est-ce qu'on fabrique la ville de demain? Comment est-ce qu'on répond à un programme? Comment est-ce qu'on répond à des usages? Comment est-ce qu'on répond à des habitants sur la fabrique de la ville et sur l'architecture? Et ça passe par différents outils, dont le dessin, c'est extrêmement important, même si on a des outils informatiques extrêmement performants aujourd'hui, la question du dessin, y compris du dessin à la main, est très importante. La question de la maquette, parce qu'elle permet aussi de s'engager sur cette vision un peu large de l'espace. Et le travail à la fois individuel et collectif, parce que le projet, on ne le fait pas tout seul dans son coin, mais très tôt, on apprend aussi à réfléchir en groupe autour et avec les enseignants. Les enseignants qui interviennent donc en projet, mais parfois ils interviennent aussi de manière régulière en binôme. Par exemple, un enseignant de structure va venir en atelier de projet pour apporter un regard complémentaire, ou alors des enseignements croisés qui permettent qu'un enseignant d'art vienne aussi nourrir et renforcer l'enseignement qui est conduit en projet, en sachant que l'enseignement du projet est toujours assuré par des architectes qui, pour certains, et pour la plupart même, sont praticiens par ailleurs et ont un exercice par ailleurs. J'en profite, là, on parle du projet. Finalement, il y a 4 grandes opérations dans le projet. On apprend aux étudiants à composer, c'est-à-dire à créer des bâtiments pour compléter ce qui nous manque. On a des attentes nouvelles, on doit compléter ce qui existe. Donc ça, voilà une part de créativité, finalement, de composition. On compose aussi à côté d'eux. On doit dialoguer avec ce qui existe. Donc ça, c'est un peu le deuxième opération. On doit composer dans ce qui existe aussi, pour réactiver ce qui est existant, pour leur redonner du sens, pour réemployer des bâtiments. Et on doit aussi apprendre aux étudiants à comment déconstruire ce qui existe. C'est-à-dire, alors on ne dit plus démolir, on dit déconstruire. Pourquoi? Parce qu'on essaye de réemployer le maximum de matière et de ressources. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà 4 un peu disciplines de projet, et souvent un projet, c'est 4 opérations qui se cumulent en vérité. Sur un site donné, il y a souvent ces 4 opérations qui dialoguent entre elles. Donc des choix extrêmement complexes, et c'est là où l'architecte doit faire synthèse. Donc, sur ce slide, en fait, vous voyez un projet qui a été conduit par l'école d'architecture, mais pas seulement par notre école d'architecture, par les 20 écoles d'architecture, puisque en réalité, le ministère soutient une initiative qu'on appelle Archifolie, où chaque école d'architecture, donc les 20 écoles, vont créer un pavillon à l'échelle 1, c'est-à-dire tout le monde va pouvoir rentrer dedans à l'échelle normale en fait, et
nos étudiants, en fait, en tout cas à l'école de Marseille, on a obtenu la voile, ce qui est normal, puisqu'on est à Marseille et que la plupart des gens font de la voile. Et donc, on va construire un pavillon qui va représenter la voile. Et donc, pour ce faire, nos étudiants sont allés 3 jours sur un bateau. Ils sont allés en Ardèche pour voir ce que c'était, comment construire avec du bois. Et à partir de là, ont étudié en fait tout ce qui existait déjà dans la construction d'un pavillon. Donc ils ont retracé l'histoire de tous les pavillons qui ont pu exister pour ensuite pouvoir choisir un pavillon qui représentait la voile, mais qui pouvait être démontable et remontable, puisque à la fin, Hélène le disait précédemment, on fait beaucoup de réemploi dans ce projet, et à la fin, ce pavillon doit pouvoir être utilisé par la Fédération française de voile lorsqu'il va y avoir des championnats à Quiberon, dans la région ou ailleurs, et ils doivent pouvoir le déplacer. Donc il y avait tout plein de contraintes, et donc ce pavillon va être monté au mois de mai à Paris, au parc de la Villette. Alors, on vous montre ce projet, mais on pourrait vous en montrer plein d'autres en fait. Celui-là n'est pas spécialement exemplaire en fait. C'est simplement pour vous montrer que les enseignements sont ancrés dans une forme de réalité. Réalité des acteurs, réalité d'un programme, réalité d'un territoire, réalité de ces acteurs. Et ça, c'est extrêmement important, à la fois de pouvoir ancrer les enseignements dans une réalité physique, et également parce qu'on considère et on voit bien que l'école est aussi un lieu d'expérimentation, c'est aussi un lieu de recherche, d'enseignement qui produit énormément de connaissances, qui produit énormément de questionnements, et que en fait c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger aussi avec des partenaires extérieurs, à la fois parce que ça met nos étudiants en situation presque pré-professionnelle, d'être en contact avec un maître d'ouvrage potentiel, avec des acteurs qui ne sont pas forcément des architectes. Et à la fois, on est très très sollicité, énormément sollicité pour ce type de partenariat, parce que pour le monde professionnel, pour les collectivités publiques, notre école, mais c'est vrai aussi pour d'autres écoles d'architecture, mais sont des lieux d'expérimentation et de production massive de connaissances qui peut aussi nourrir et alimenter la réflexion publique ou professionnelle face à toute une série de questions ou de défis auxquels nos métiers et nos pratiques sont confrontés. Alors, la slide d'après, peut-être. Là, vous avez un rendu d'expression plastique. Ça fait partie des enseignements qui sont importants et qui gravitent donc autour du projet. Lors de la dernière conférence, celle qu'il y a eu donc juste avant, je rappelais l'importance, en fait, quand on veut réussir le concours et notamment l'oral d'admission, de lâcher à un moment donné son téléphone et d'avoir un regard particulier sur ce qui vous entoure. Je vais en reparler après. Mais je pense que les enseignements d'expression plastique, et plus particulièrement l'enseignement du dessin, et dès la première année, le retour à l'enseignement du dessin avec le crayon de papier, force l'étudiant à regarder les choses différemment. Parce que le dessin, c'est pas juste faire du dessin, c'est pas juste reproduire des signes graphiques sur une feuille, c'est obliger son regard à analyser les choses qui entourent, les formes, les volumes, les couleurs, etc. Donc je pense que c'est pas juste des cours d'expression plastique, ce sont des cours qui sont essentiels et qui vont nourrir l'atelier de projet dont on vous parle depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on peut passer aux associations. Donc on va laisser parler les étudiants qui en parleront bien mieux que nous. Allô. Oui, c'est bon. Alors il y a plusieurs associations, donc déjà K. Donc K, en gros, c'est une association qui nous permet d'avoir du matériel, parce qu'en architecture, on a beaucoup besoin de matériel, que ce soit des feuilles, du balsa pour les maquettes, et donc K, ça nous permet d'avoir du matériel, toutes sortes de matériel, à prix plus bas que ce qu'on peut trouver dans des magasins comme Rogier et Play, tout ça, car c'est assez cher, et donc voilà, ça nous permet d'avoir tout ça à un prix moins cher. Ensuite, on a Lab 418. Donc ça, c'est pour tout ce qui est le côté informatique. Donc si on a des questions sur les ordinateurs, sur des problèmes de logiciels, c'est à eux qu'on demande. Ensuite, on a le BDE qui va gérer un petit peu la vie étudiante au sein de l'école.
Le BDA, ça va être tout ce qui est plus artistique. Donc, par exemple, il y a un club photo qui fait des sorties régulièrement. Et donc, c'est assez sympa si on veut avoir une pratique artistique en dehors de l'école. Car c'est toujours important d'être curieux et de ne pas forcément rester uniquement sur l'architecture. Le BDS, ça va être plus autour du sport. Donc, il y a différentes pratiques sportives. Et donc, c'est très bien pour se dépenser, pour mieux travailler après. Et il y a les archipiades qui sont organisées, si je ne me trompe pas, dans 1 ou 2 mois, qui sont une réunion de toutes les écoles d'architecture de France, où il y a donc des championnats de sport et enfin, on a Graines d'Archi et Lys à vie, donc ça... Alors, on peut... Non, mais Lys à vie et Graines d'Archi, vous voulez que j'en parle ? Alors, Graines d'Archi, c'est plutôt une association qui va aider à la diffusion de la culture architecturale. Ils ont, par exemple, fait, durant les 28 mois de chantier de ce bâtiment, fait venir des jeunes élèves d'élémentaire, de classe élémentaire, pour leur montrer quels étaient les métiers du chantier. Et ils les ont fait rencontrer, ils ont fait des maquettes ensemble, tout un travail en fait pédagogique avec l'enseignant de classe élémentaire. Donc ils essaient vraiment de participer à la diffusion de la culture architecturale. Et Lys à vie, c'est une association des alumni. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fini vos études, vous pouvez adhérer à l'association des alumni qui met en place des conférences, qui met en lien les architectes déjà en place et les jeunes architectes qui cherchent du travail, qui diffuse des offres d'emploi, qui fait des soirées entre eux pour mieux se connaître, qui a mis en place un site internet qui mériterait d'être vu, mais qui est existant quand même. Enfin, voilà, donc c'est vraiment les alumni, comme dans n'importe quelle université. C'est une info toute chaude. Le BDA vient de nous dire qu'ils font un live dès la fin de cette conférence au 7e. Donc voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire sur la vie étudiante, c'est qu'on a des assos étudiantes qui sont, moi je trouve, très très dynamiques à Marseille. Vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit qu'on puisse le dire de manière aussi forte dans d'autres écoles. En tout cas, je trouve que nos étudiants sont particulièrement dynamiques et prennent des initiatives et participent à la vie de l'école. D'ailleurs, il faut dire, au-delà des associations, que les étudiants sont associés aussi à la gouvernance de l'école. On n'en a pas du tout parlé, mais on a une commission des formations et de la vie étudiante, par exemple, qui aborde les sujets de vie étudiante, de pédagogie, auxquels ils sont associés et auxquels ils participent activement, on peut le dire. Tu as prononcé un mot très important qu'on n'avait encore pas dit à cette deuxième conférence, qui est le mot curiosité. S'il y a bien un maître mot, en fait, qui est pour le coup une condition sine qua non pour rentrer en école d'architecture et pour faire de bonnes études d'architecture, c'est d'être curieux. D'être curieux de ce qui vous entoure, d'être curieux des autres, d'être curieux de quand vous marchez dans la rue, quand vous levez la tête, une curiosité vis-à-vis de ce qui peut se passer là où vous habitez, des événements culturels, des événements aussi associatifs, enfin... Une curiosité tous azimuts, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, dans les études, et tu l'as dit, et je te remercie parce qu'on ne l'avait pas encore dit, et c'est extrêmement important. Et du coup, ça me permet de faire la transition vers la slide suivante sur les coopérations internationales. Cette curiosité, elle peut être juste dans sa rue, là où on habite aujourd'hui, une curiosité de son environnement, de ses voisins, mais c'est une curiosité qui doit pouvoir aussi s'ouvrir et s'épanouir pendant les études. Et un des leviers possibles, c'est vraiment les échanges internationaux. Donc on incite beaucoup les étudiants à partir plutôt en master, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre. Ça ne concerne pas forcément la première ou la deuxième ou la troisième année où on a besoin vraiment d'être à l'école et de conforter les enseignements fondamentaux. Mais à partir de la licence 3, mais plutôt du master 1 et 2, on facilite et on encourage les étudiants à partir au moins un semestre à l'étranger, soit un semestre, soit en stage. Il y a aussi des possibilités de financement par l'agence Erasmus de stage à l'étranger, parce que c'est aussi une manière de s'ouvrir au monde et de développer encore sa curiosité et d'aller se confronter à d'autres pédagogies, à d'autres territoires, à d'autres manières de faire le projet,
Et on en revient toujours très très riche, et les étudiants qui font cette expérience en sont toujours contents. Et si on regarde la slide d'après, vous voyez qu'on a une présence internationale qui est quand même assez orientée, à la fois évidemment en Europe de manière très très forte, autour du bassin méditerranéen, et si on regarde à l'international, aussi également pas mal d'échanges en Amérique du Sud. C'est globalement les échanges les conventions qu'on a actuellement, avec évidemment, on l'a dit en introduction, mais un ancrage méditerranéen. C'est vrai que notre école, elle est à Marseille, elle n'est pas ailleurs. Elle a cette position face à la mer et face aussi à l'autre rive, l'autre côté de la mer. Et on a des échanges qui sont très très vivants, à la fois dans l'enseignement, mais aussi dans les activités de recherche autour de ce bassin méditerranéen, qui est aussi un lieu d'échange historique et qui vit encore de manière très très forte aujourd'hui. On le voit bien tous les jours, en particulier à Marseille. Alors une question importante, à mon avis, qui anime aussi la présence de chacun et chacune ici aujourd'hui, c'est-à-dire comment on entre dans les études d'architecture, et plus particulièrement comment on entre dans l'école de Marseille. Je veux bien la slide d'après, si vous voulez bien. Donc, d'abord Parcoursup. Pour les lycéens, candidats, vous savez que la plateforme est ouverte déjà depuis mi-janvier. Vous avez vous allez avoir les dates d'ailleurs après, jusqu'au 14 mars d'ailleurs, c'est le dernier jour pour déposer vos vœux sur Parcoursup. En tant que lycéen, vous passez votre bac là cette année, qu'est-ce que vous allez déposer? Vous allez déposer vos notes de première et les notes de terminale qui sont disponibles. Pour les candidats qui, eux, ont déjà entamé des études supérieures, il y a deux possibilités. Soit vous avez fait des études supérieures qui n'ont rien à voir avec les études d'architecture. Je pense à la médecine, à la musique, au droit, etc. Elles ne sont pas en lien avec l'architecture. Donc là, vous allez devoir déposer sur Parcoursup toujours vos notes obtenues au baccalauréat. Si vous avez fait des études en lien avec l'architecture, alors on a listé un certain nombre de formations qu'on a estimé être en lien avec l'architecture. Et si vous êtes dans ce cas-là, même chose, vous déposez sur Parcoursup vos notes obtenues au baccalauréat, mais aussi les notes obtenues dans le supérieur. Et nous, on regardera la moyenne qui est la plus à votre avantage. Si c'est les notes du bac, ce seront les notes du bac. Si ce sont les notes du supérieur, on retiendra la moyenne des notes du supérieur. Et dernier cas, vous pouvez aussi avoir plus de 26 ans et envie de reprendre des études d'architecture. En quel cas, ce n'est plus Parcoursup qui va s'occuper de votre parcours, mais c'est une commission qu'on appelle la commission VAE qui va étudier votre dossier. Et là, c'est une procédure un peu différente, de même pour les étudiants qui sont étrangers, habitant en Europe, en France ou à l'étranger, qu'on appelle les DAP, mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, si vous voulez des informations précises par rapport à votre parcours, parce que là, on vous donne des informations générales, mais vous avez peut-être eu un parcours un peu particulier, il y a Aurélie, il y a toutes les personnes de la pédagogie qui se trouvent au 4e étage qui vont pouvoir vous répondre très précisément. Donc cette phase 1, en fait, le concours des écoles d'architecture, pour toutes les écoles d'architecture, ce concours se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est celui de Parcoursup. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est une présélection qui se fait uniquement numériquement. C'est-à-dire qu'on prend la moyenne des notes qui sont déposées en fonction des cas que j'ai évoqués tout à l'heure. Sachant qu'on accueille en première année à peu près 175, pas à peu près d'ailleurs, c'est très exactement 175 candidats, et on a à peu près tous les ans entre 2800 et 3000 dépôts de vœux sur la plateforme. Donc faites le calcul vous-même sur le taux de pression qui est le nôtre, il est quand même assez important. En tout cas, il y a 2 phases. Première phase, ce que je viens de vous expliquer sur Parcoursup. À l'issue de cette première phase, on sait qu'on va pouvoir entendre entre 600, 700, 800 candidats à la deuxième phase, qui est celle des oraux d'admission. Cette année, cette phase ne s'organisera que sur une seule journée. Il s'agit du samedi 18 mai. Il faut bien noter cette date parce qu'on est toutes les écoles d'architecture à peu près dans la même fenêtre
parce qu'on doit répondre à Parcoursup en temps et en heure, etc. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas se dire tiens moi je vais le faire en mars et les autres vont le faire en juin. On est quand même tenu à une certaine fenêtre Parcoursup. Les oraux d'admission, donc vous êtes convoqués aux oraux d'admission, vous faites partie des candidats qui ont été sélectionnés. Pourquoi vous avez été sélectionnés? Parce que vous avez forcément eu entre 14 et 15 de moyenne aux notes que vous avez déposées sur Parcoursup. Cette donnée est importante parce qu'on voit qu'en plus, d'année en année, on voit une progression en fait de cette moyenne. Il y a quelques années, on était plutôt à 12-13, ensuite 13-14, 14-15, et on voit aujourd'hui que les derniers appelés en fait aux oraux d'admission, c'est-à-dire le 800e par exemple qui est appelé, il a quand même entre 14 et 15 de moyenne. Je ne parle pas des premiers qui sont appelés, qui sont plutôt au-dessus de 18 de moyenne. Pour les oraux d'admission, je vais peut-être Sébastien nous en parler. Donc pour l'oral d'admission, on accueille les étudiants en composant des jurys en binôme d'enseignants. C'est anonyme, les étudiants nous rencontrent, on leur présente des images souvent, on leur laisse un petit temps de préparation et on prend un temps vraiment d'échange. Il n'y a pas de questions pièges, on ne demande pas d'avoir une culture architecturale. Parce qu'en fait, ce n'est pas enseigné au lycée, tout simplement. Donc on ne peut pas demander un prérequis comme ça. C'est bien le rôle de la première année d'architecture, de mettre tout le monde à niveau sur ces questions de dessin, de culture architecturale. Donc ce n'est pas sur ces questions-là. On cherche plutôt à déceler, s'assurer en tout cas, que les étudiants sont vraiment convaincus du chemin qu'ils veulent engager, de la curiosité qu'ils ont et de l'appétence qu'ils ont pour cette discipline. C'est vraiment ça qui compte. Voilà. Et donc on parlait de curiosité, on parlait aussi de faire un peu abstraction du téléphone et de s'employer finalement à utiliser un vocabulaire un peu juste. C'est un peu ça qui nous intéresse, c'est de voir comment avec leurs moyens, les lycéens ont la capacité d'observer, d'analyser, d'être curieux et d'être sensibles à ce qui les entoure. Parce que c'est là-dessus qu'on va devoir travailler, agir et former les architectes pour que le projet ait pleinement son sens. Alors donc je termine à l'issue en fait de la deuxième phase des oraux d'admission, on va faire la moyenne des deux notes, c'est-à-dire la première note obtenue sur Parcoursup qui vous a permis d'être sélectionné parmi les candidats qui vont passer les oraux, et ensuite la note que vous aurez obtenue à l'oral. Et voilà, la moyenne des deux notes fait que vous allez être classé et qu'ensuite on vous appellera en fonction des réponses de tout à chacun. Je crois que d'ailleurs il y a eu on a vu apparaître en fait les dates, mais elles sont regroupées aussi sur le petit livret là qui est bien fait, qui vous a été distribué et qui se trouve aussi un peu partout dans l'établissement. Pas dit qui est important quand même de dire, c'est que comme vous candidatez école par école, il y a souvent de nombreux jeunes qui veulent absolument faire archi et qui du coup font le concours dans différentes écoles, y compris des écoles loin de chez eux. Ça veut dire que quand on appelle, après les oraux par exemple, quand on appelle, on va chercher assez loin dans les listes. C'est-à-dire que des fois, il ne faut pas se décourager d'être assez loin sur la liste d'attente, parce qu'en réalité, quelqu'un qui va être pris dans 3 écoles, il va aller que dans une école. Donc il va libérer 2 places dans 2 autres écoles. Le fait qu'on ne fonctionne pas avec un concours unique et des sous-vœux, mais à chaque fois un vœu pour une école d'architecture, fait qu'en réalité, je ne sais pas jusqu'à quel chiffre on va chercher. Jusqu'à 500 pour 175 places. Parce qu'en réalité, on a des candidats multiples sur les écoles d'architecture. Ça, c'est quand même, je trouve important de le dire. Alors, ça, c'est sur les formations. Juste un petit point pour compléter ce que disait Hélène. Sur Parcoursup, vous déposez un vœu. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais plus, parce qu'on se répète de conférence en conférence. Si vous voulez passer l'école de Marseille, Toulouse, Strasbourg, vous déposez à chaque fois un vœu différent. Ce n'est pas un vœu pour école d'architecture avec des sous-vœux. C'est un vœu pour chaque école. Et si vous voulez rentrer dans le double cursus, il faut faire un vœu école de Marseille plus un autre vœu pour Polytech. Polytech, c'est un concours national, donc c'est peut-être un petit peu plus simple pour eux. C'est une question qu'on nous a posée aussi tout à l'heure, comme ça vous évite de la poser ensuite. Il n'y a pas vraiment de visio, sauf pour les candidats qui habitent évidemment hors métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, etc. etc.
la Polynésie aussi, mais en tout cas tous ceux qui habitent en métropole sont amenés et sont invités à se déplacer. À l'époque du Covid, on avait encore quelques possibilités de glisser une ou deux visios parce qu'il y avait encore l'épidémie qui courait, mais là je crois on espère, on sera tranquille pour la rentrée, ou en tout cas pour mai. La formation, alors je veux bien la slide suivante, voilà, s'il vous plaît, très rapidement, donc licence master, comme partout, licence en 3 ans si tout se passe bien, le master en 2 ans, puis le post-master HMO ou un doctorat si on passe en 3e cycle, avec des stages qui ponctuent la formation, un stage chantier de 15 jours en licence, plus un stage de première pratique en agence d'1 mois aussi en licence. On fait un stage de 2 mois ensuite en master. Et voilà, après, je ne vais pas vous parler des autres formations, on n'est pas vraiment là pour ça. Et puis, sur le projet, donc on voit en effet ce que disaient Sébastien et Hélène tout à l'heure sur cet enseignement qui se trouve vraiment au centre. Vous allez voir après dans la slide suivante, je veux bien du coup la slide suivante, merci. On voit un exemple d'emploi du temps. Donc, ce sont des études, on l'a dit, exigeantes, 35 heures par semaine, c'est à peu près le volume. Vous voyez que le projet se trouve en jaune. On a une jeune candidate, voilà. On voit que le projet se trouve en jaune ici dans l'emploi du temps des S1, c'est-à-dire c'est le semestre 1, des premiers semestres des premières années. Et on voit que le mercredi est libre d'enseignement pour pouvoir justement consacrer son temps à la préparation du projet, à préparer le projet du jeudi. Et puis on voit très rapidement autour de cet enseignement de projet que gravitent d'autres enseignements qu'on appelle les fondamentaux ou les outils d'exploration et qui permettent de nourrir le projet, mais ça on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Pour terminer alors je veux bien celle d'après, sur le double cursus. Parce qu'on a beaucoup de questions aussi sur cette formation qui est quand même très exigeante, qui est une formation, on peut le dire, assez difficile. Normalement, les études d'architecture, ça dure 5 ans, une année supplémentaire si on fait la HMO-NP. Les écoles d'ingénieurs, voilà, c'est pareil, c'est au moins 5 ans quand il y a des prépas intégrés. Donc au lieu de faire 10 années, eh bien, vous allez faire 7 ans pour avoir la même chose, pour obtenir à l'issue de cette année 2 diplômes, un diplôme d'architecte et un diplôme d'ingénieur. On a réussi en fait dans le programme pédagogique, on ne va pas rentrer en détail, mais à faire rentrer ces 10 années en 7 années. Mais pour pouvoir rentrer dans cette formation, il faut absolument réussir les 2 concours, c'est-à-dire réussir le concours de l'école d'architecture, c'est-à-dire faire partie des candidats et des 175 candidats en fait qui vont être retenus. On réserve une 30aine de places au double cursus et aussi réussir le concours national de Polytech. Et remplir également, et voilà, on est parfait, on a aussi un petit document complémentaire qu'il faut remplir, qui est sur le site de l'école et qui nous permet, au moment du croisement des listes, c'est-à-dire des listes de l'école d'architecture et des listes de Polytech, de reconnaître en fait les candidats qui sont intéressés par le double cursus. Généralement, chaque année, à l'issue en fait des deux concours, on a à peu près 70 ou 80 candidats qui sont potentiellement éligibles et on en retient une trentaine. Voilà, on a des promotions à 25-30 aujourd'hui de double cursus. Alors, on précisait, ou je ne sais plus si j'ai précisé tout à l'heure, qu'il n'est pas nécessaire de prendre des spécialités particulières quand on est en première ou en terminale pour faire des études d'architecture, puisqu'on a décidé qu'il n'y avait pas de pondération de ces notes, que évidemment nos études d'architecture étaient ouvertes à tous et à une diversité de profils. Je pense qu'on y tient beaucoup d'ailleurs à Marseille, sauf peut-être pour le double cursus, où là je suis obligée de vous préciser que si vous voulez faire ce double cursus et notamment réussir le concours de Polytech, il faut évidemment avoir pris les options, les spécialités des sciences dures en première et en terminale. Voilà, et puis après, c'est la fête. Quand on est diplômé, on lance le casque. 2 petites choses encore qu'on a précisées aussi tout à l'heure. Il y a des voyages aussi. Hélène l'a dit, voilà, Véronique et Sébastien l'ont précisé aussi. Des bivouacs, des déambulations, des sorties de terrain, des sorties sur site, des voyages plus ou moins lointains. Évidemment, l'école prend en charge un maximum de frais. D'ailleurs, les frais d'inscription en début d'année sont ceux d'une école publique, donc les frais sont moindres. Mais public, j'ai dit ? Oui, c'est ça. Oui, non, modique aussi, voilà.
Mais il faut quand même garder toujours une petite poire pour la soif pour les sorties qui font vraiment partie de la formation. C'est pas on va se balader, on part en vacances. Hein. C'est un vrai travail de préparation de la part des enseignants, un travail sur site, un travail de terrain qui est extrêmement important. Et puis je le redis, ça fait un peu la daronne de l'établissement, mais je m'en fiche, j'endosse cette responsabilité. On l'a dit tout à l'heure, Sébastien l'a redit, lâchez vos téléphones. C'est insupportable, ça ne va pas vous aider à réussir l'oral d'admission. Je prenais le train ce matin encore, et toutes ces personnes qui étaient dans le train avaient le nez sur leur téléphone. Elles sont incapables de dire qui avait dans le train, quelle était la couleur du pull de la personne à côté. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander en école d'architecture. On va vous demander d'avoir le regard à l'affût, de regarder ce qui se passe autour de vous, comment les gens vivent, dans quoi les gens habitent, comment on peut se projeter dans le futur. Et bon, voilà, c'est un conseil de daronne, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il vaut ce qu'il vaut. Je vois des parents qui opinent du chef. Bon, je suis un peu comprise. Si vous avez des questions. Allô. Vous êtes lycéen cette année, vous avez déposé vos notes de première et les notes de terminale qui sont disponibles au moment où vous les déposez. Donc ça, la moyenne de toutes ces notes, sans pondération, sans prise en compte des coefficients, toute crue. Il y a une question là-bas au bout. Alors, la lettre de motivation, elle est importante quand on remplit le document Parcoursup, parce qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, on a été confinés au mois de mars, et les oraux étaient prévus au mois de mai. Et ben, on n'a pas pu tenir ces oraux. Donc, on a repris les dossiers Parcoursup dans lesquels chacun avait posé sa lettre de motivation. Et c'est ce qu'ont observé et analysé et évalué en fait les binômes d'enseignants à la place de l'oral d'admission. Et moi, alors je sais que la lettre de motivation, c'est pas un exercice rigolo. Faut prendre la feuille, faire corriger par les parents. Les parents se moquent de notre grammaire ou notre syntaxe un peu bizarre, des fautes d'orthographe qu'on laisse planer. Mais néanmoins, je trouve que c'est un exercice extrêmement intéressant parce que ça vous oblige à poser sur le papier, à formuler vos envies, vos désirs, votre orientation. C'est un vrai travail réflexif. Alors je sais que c'est pas toujours rigolo, c'est un peu laborieux, ça va peut-être pas servir cette année et je l'espère beaucoup. J'espère que tout le monde viendra aux oraux d'admission, mais bon, elle fait partie un peu des incontournables de Parcoursup. Je vais juste compléter, si nous, à l'école d'architecture de Marseille, on n'est pas vraiment, on regarde pas forcément les lettres de motivation, dans d'autres écoles d'architecture, ils regardent toutes les lettres de motivation. Donc c'est vraiment un bel exercice et comme le disait Frédéric, il faut vraiment la faire de manière individuelle et il ne faut pas que ce soit les parents qui l'écrivent parce qu'on reconnaît tout de suite la manière d'écrire. À 40 ans, on n'écrit pas de la même manière que quand on a 18 ans. Oui. Alors ni ChatGPT, parce qu'évidemment, on est au courant, hein, on sait. Voilà. On a posé la question, on a d'ailleurs demandé à ChatGPT de nous écrire notre nouveau programme. Bon, il a dit qu'il ne savait pas le faire, donc on est rassurés. Mais c'est pareil, ça se voit. Et puis les gens qui évaluent, les enseignants, enfin, il ne faut pas se leurrer, ça se voit comme le nez au milieu du visage, hein, quand c'est écrit par une intelligence. Alors j'appelle pas ça intelligence artificielle, moi j'appelle ça autre chose, mais voilà. Toujours sur cette lettre de motivation, juste un petit mot. Pour les parents, essayez de ne pas la rédiger, essayez de ne pas la corriger, essayez plutôt de poser des questions, voilà, et de les accompagner en fait, mais à distance de ça, parce que c'est vrai que si on voit que c'est une lettre rédigée par un adulte, en fait, ça a aucun intérêt. Étant en bac pro assistante architecte, je voulais savoir si mes chances d'entrer en école supérieure d'architecture étaient les mêmes que pour quelqu'un qui venait de général. Oui, on n'a pas de quota. On nous a posé la question tout à l'heure entre bac général, bac pro, etc., etc. Il n'y a pas de quota. Sauf qu'on voit évidemment quand on analyse le parcours en fait des candidats et ensuite ceux qui sont entrés chez nous, on voit évidemment qu'il y a un peu plus de bacs généraux, un peu moins de bacs professionnels, mais il n'y a aucun souci. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez d'une liste de formations qu'un étudiant pourrait faire et qui n'était pas gérée de la même façon s'il rentre après une L1. On peut la trouver où, cette liste? Est-ce qu'elle est publique? Alors oui, elle est publique, elle est sur le site de l'école. Je regarde si on l'a... Je crois qu'on l'a intégrée. Alors, j'ai pas mis mes lunettes, en plus, ça va être compliqué. Mais elle est sur le site. Elle est dans le livret
Il y a les MANA, il y a les écoles d'art supérieur, il y a la licence géographie et aménagement, le DUT génie thermique et énergie, les BTS, BTSA, enveloppe des bâtiments, conception et réalisation. Toutes ces formations sont considérées en lien avec l'architecture. Et un étudiant qui aurait par exemple un projet, par exemple, je vais prendre l'exemple de scénographie, qui se dirait je voudrais une licence d'architecture pour partir vers la scénographie, qui du coup ferait une licence d'art et spectacle avant, mais qui n'est peut-être pas recensée dans votre liste. Je pense qu'elle y est. Ouais. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, tout ce qui est du domaine de la scénographie, de l'architecture d'intérieur, des arts, enfin du design d'intérieur, etc. Je pense que c'est pris en compte. Il faut regarder plus précisément, mais je pense que ça peut rentrer. Mais je vous laisse finir votre question. Mais du coup, est-ce qu'il aurait l'occasion de dire, c'est peut-être pas dans la liste, mais regardez, c'est cohérent ou pas du tout? Non, alors après, le problème, c'est qu'il y a tellement de formations aujourd'hui qu'il y a eu un comité, enfin la commission en fait, VAE qui s'est réunie, qui a étudié en fait la liste des formations. C'était il y a 1 an ou 2, on l'a remis à jour. Et puis à un moment donné, on s'est dit après, il faut quand même qu'on limite en fait le type de formation, parce qu'on peut toujours tirer un peu un cheveu en se disant tiens, ça pourrait quand même rentrer dans la liste. Néanmoins, c'est toujours quand même à l'avantage du candidat. On n'a pas fait d'études en lien avec l'architecture, c'est les notes du baccalauréat. Si on a fait des études supérieures qui sont en lien avec l'architecture, c'est les notes du baccalauréat ou les notes du supérieur. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'à une époque, on prenait que les notes du supérieur. Et on se rendait compte que les notes obtenues dans le supérieur n'étaient pas forcément à l'avantage en fait, du candidat. Que le candidat avait pu avoir aux notes du baccalauréat de bien meilleurs résultats que dans le supérieur ensuite. Surtout si en plus il y a eu un problème d'orientation, puisqu'il revient chez nous. Donc vous voyez, c'était pas toujours à son avantage. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit justement au niveau du fait que des fois les notes ne sont pas forcément au rendez-vous parce que on peut venir d'une école privée qui a quand même un niveau assez élevé, mais au baccalauréat, par exemple, elle aurait un 16 de moyenne alors qu'à l'école, elle a des 13,5, des 14. Ça pénalise en fait au final l'élève. Est-ce que la lettre de motivation contrebalance? Pas du tout, c'est vraiment les notes. Non, je l'ai vraiment expliqué. La lettre de motivation, c'est en secours. Elle a une utilité, c'est de faire ce travail réflexif, d'être présente dans le dossier Parcoursup. Mais il y a de fortes chances qu'on ne l'observe pas et qu'on ne la consulte pas à Marseille. Comme disait Véronique, dans d'autres écoles, on consulte la lettre de motivation. Les enseignants ont décidé que les 3000 ou les 5000 candidatures qu'ils recevaient, ils passaient une semaine par binôme à examiner toutes les candidatures. Nous, on a fait un peu autrement. Il y a quand même 2 phases, ça c'est réglementaire, mais nous, on a fait un peu autrement. Et là, alors, par contre, ça c'est un problème Parcoursup, mais c'est un autre débat. Les histoires de stratégie, d'établissement, d'enseignement, voire de filière, parce que maintenant on en est à des stratégies de filière pour obtenir peut-être les meilleurs résultats ou les meilleures moyennes. Et encore, ça dépend si on veut faire les prépas ou les écoles préparatoires ou le NS, etc. Les stratégies sont différentes. Mais là, pour le coup, nous, on n'a pas de parade pour l'instant à ça. De toute manière, elle peut très bien faire une année en attendant de repasser et de présenter ses notes de bac, du coup. Tout à fait, c'est ce qu'on... Ça serait la seule possibilité. C'est ce qu'on conseille. Oui, d'accord. C'est pas perdu, donc. Pas perdu, mais dans ce cas-là, il faut choisir une formation qui lui plaît. Ah oui. Pas que ce soit une année de perdue, quoi. Ah oui, bien sûr. Puis après, peut-être que du coup, il y a un autre chemin qui se dessine. En fait, il faut que les champs restent ouverts. Il ne faut pas penser que sur un vœu Parcoursup en terminale, vous allez déterminer toute votre vie. C'est pas vrai, quoi. Après, vous ne regarderez pas forcément la filière qu'elle aura, enfin l'étude qu'elle aura fait pendant cette année ou... on prendra le plus favorable des deux. Si par exemple... Non, je ne parle pas par rapport à ça, par rapport au fait que si par exemple elle fait de l'architecture d'intérieur dans une école ou une année de préparation, est-ce que vous allez regarder ce qu'elle a pris ou pas du tout? Ça sera vraiment les notes du bac et... Ça dépendra, ça sera les notes de toute façon, mais ça dépendra en fait si la formation est répertoriée dans une liste de formations qu'on considère être un plus et dont les notes peuvent être prises en compte à la place de celles du bac si elles sont plus avantageuses. Mais de toute façon, on prendra les plus avantageuses. Par exemple, si tu es... C'est toi, si les notes ne sont pas suffisantes, par exemple, pour passer les oraux cette année, mais que, je ne sais pas, tu as 17 au bac, tu fais une autre formation qui te plaît, si tu dis non, mais moi, c'est vraiment archi que je veux faire, tu recandidates, et de toute façon, quelles que soient tes années, j'espère que tu auras des bonnes notes dans ta première année, mais de toute façon, avec 17 en moyenne
au bac, de toute façon, tu auras la possibilité de passer les oraux. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de passer d'une école nationale supérieure à une autre quand on veut changer à partir du master? Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle les procédures de transfert entre écoles. Alors généralement, elles sont de cycle à cycle, c'est-à-dire qu'on attend la fin de la licence pour faire le transfert en master. Donc on peut repartir de Marseille en licence et puis demander à rentrer ailleurs, à Strasbourg ou Rennes. Voilà, sauf des situations particulières de regroupement familial, qu'on étudie au cas par cas. Bonjour, est-ce que les notes du bac de français sont aussi prises en compte en plus des bulletins ou non? De première, oui. Bonjour, est-ce que vous proposez des solutions de logement avec la nouvelle école ou pas? Non, on oriente en fait les étudiants vers le Crous, qui eux ont un volet, des propositions à faire sur le territoire, mais nous, non, pas en direct. Merci. Bonjour. Quand je m'étais renseignée auprès de la conseillère d'orientation, on m'avait expliqué que souvent les notes, elles étaient regardées par rapport aux notes de moyenne de classe. Par exemple, quand un professeur il est mauvais, on se dit, peut-être que la note n'est pas très bonne, mais par rapport à la moyenne de classe, c'est quand même une note qui reste élevée. Mais avec votre procédé, j'ai pas l'impression que ce soit pris en compte. Est-ce que... C'est exact, c'est pas pris en compte. Alors on y réfléchit, on se demande comment on va réussir à contrer un peu cette massification. Parce qu'on tient toujours à cette diversité des profils, en fait, à l'entrée de l'école. Et en même temps, la massification, et on peut le dire, la première phase, qui est celle de Parcoursup, a quand même tendance à restreindre et à créer une sorte d'embouteillage et à sélectionner ceux qui ont évidemment les meilleures moyennes, etc. Et on se rend compte que dans le parcours ensuite des étudiants, si on était très très bon, alors ça nous arrive parfois en première année de voir des étudiants qui sont effondrés parce qu'ils étaient très bons en fait au lycée, mais on est passé à un autre paradigme d'enseignement, et dans l'enseignement supérieur et en particulier en projet, on ne comprend plus en fait pourquoi on peut se retrouver avec des 6, des 8, etc. Alors je dévie un peu par rapport à votre question, mais on peut dire que la première sélection par Parcoursup crée un certain type de profil d'étudiants, et nous justement on est en train d'essayer d'étudier d'aller vers une diversification en tout cas un peu plus large. Et par contre sur cette question de moyenne de classe, malheureusement on n'a pas encore trouvé la solution. C'est une bonne question, puisqu'on se l'est posé justement en CVAE il n'y a même pas 3 semaines, où nos enseignants nous disaient tout ce qu'on constate, c'est-à-dire que si je suis dans une école élitiste, pour ne pas citer Thiers, qui met des notes un peu plus basses que Nelson Mandela par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour tenir compte justement de la moyenne de classe? Et en réalité, il faudrait qu'on crée nous-mêmes un algorithme qui nous permette de le faire, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a 10 jours pour classer en fait les candidats. Et c'est pas automatique, on a un travail incommensurable sur les 3000 en fait, les 2800 vœux confirmés, il faut qu'on en sélectionne 900 maximum. Donc c'est un travail de fourmi que fait le service de Frédéric, et aujourd'hui on n'a pas trouvé la solution. On est conscient de ça, mais on ne sait pas encore comment faire. Donc peut-être que dans les années à venir on trouvera quelque chose, mais aujourd'hui on n'a pas encore la solution. Pour celles et ceux, par exemple, qui sont dans des établissements qui notent de manière très sévère, c'était la réponse qu'on a apportée à madame tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes noté sévèrement et puis finalement vous avez 18 au bac, vous faites une année autre chose, et si vraiment c'est archi que vous voulez faire, de toute façon avec 18 vous serez d'emblée pris à l'oral, avec une force en plus d'avoir été exploré un autre enseignement pendant un an. Et un an d'études, même ailleurs, c'est pas du tout perdu, c'est un enrichissement. On n'a pas beaucoup parlé de cette question du temps. Je pense qu'il faut dédramatiser la question de Parcoursup. Il ne faut pas imaginer que toute votre vie est déterminée par un choix reçu ou pas de Parcoursup. Il y a des chemins, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins, il y a parfois des chemins de traverse. Ce qui compte, c'est d'avancer avec confiance, et de toute façon, vous arriverez toujours, c'est vrai, à tracer votre sillon. Et cette question du temps, elle est vraie aussi pendant les études. Une année avant de démarrer archi, ce n'est pas une année de perdu. Pendant les études, il y a des possibilités de césure pour pouvoir prendre le temps de réfléchir, pour un engagement civique, pour un stage à l'étranger. Tout ça, ça enrichira votre parcours. Et en fait, il ne faut pas forcément vouloir faire la course et finir le plus vite possible en fait, les études. Les études, c'est une chance.
c'est une chance d'avoir des écoles publiques qui ont des frais journée à moins de 400 € par an. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors qu'on sait qu'un étudiant, il coûte, c'est à peu près 10 000 € le coût pour former un étudiant. Donc on a la chance d'avoir cet enseignement public-là. Et il faut prendre ce temps. Ce temps, il est précieux. Et quand il est mis à la disposition d'une année passée à l'étranger, même si on n'a pas eu son semestre, d'une césure pour faire autre chose pendant 6 mois et réfléchir, d'aller faire un stage à l'étranger ou dans une entreprise de charpente ou dans un bureau d'études d'ingénieur, j'en sais rien, n'importe quoi qui soit en lien et que tout ça à la fin puisse construire une cohérence et un vrai parcours individuel. C'est ce que j'allais dire et je complète. L'architecture, c'est vraiment une discipline où on a besoin de maturité. Je suis architecte, praticien, enseignant, mais je continue d'apprendre tous les jours. Donc il y a une question de temps qui est très importante. Et cette année, on va dire, qui est un peu un report, parce qu'on n'a pas été pris tout de suite, c'est l'occasion de confirmer en fait que c'est vraiment là que vous voulez aller. C'est un bon test en vérité, et ça ne sera jamais perdu parce que c'est un champ, l'architecture est un champ vraiment pluridisciplinaire. Et on parlait de menuiserie, charpente, mais oui, ça ce sont des outils pour aborder les études d'architecture, entre autres. Ça peut être plein d'autres choses. Donc c'est pas perdu. Bonjour. Sur quels critères est-ce que vous lisez ou vous ne lisez pas les lettres de motivation ? En fait, on l'a dit, la lettre de motivation, c'est un bon exercice pour vous poser la question de pourquoi vous voulez faire ces études-là. Après, nous, on a 2800 candidatures, un peu moins de 3000 candidatures confirmées pour 170 postes, pour 170 places. En réalité, on n'a que quelques jours. Et donc, le choix a été fait de ne pas porter attention à ces lettres de motivation. Donc, en fait, le premier tri, il est uniquement sur les notes, sans pondération, puisqu'en fait, ça, c'est un choix, mais c'est un choix vraiment à Marseille. Il y a d'autres écoles qui font autrement. On a fait le choix de ne pondérer aucune matière pour pouvoir favoriser justement la diversité des profils et des parcours. Bonjour. Disons que pendant l'année, on a eu l'occasion, par exemple, de faire une formation d'art, extrascolaire, de prendre des cours de dessin, de faire des stages, par exemple en cabinet d'architecture. Si la lettre de motivation elle n'est pas lue, on n'a pas l'occasion d'en faire part et ce ne sera pas pris en compte par l'école. À l'oral. À l'oral, oui. Oui. Du coup, il faut déjà être pris à l'oral pour pouvoir le partager. Okay. Exact. Il y avait un monsieur qui demande la parole depuis un moment là-bas. Après les questions, là, juste en attendant que le micro arrive, vous pouvez après encore rester dans l'école, tourner. Il y a plein d'étudiants qui sont prêts à répondre à vos questions et qui répondent aussi à leur manière et apportent un autre éclairage. Et les équipes aussi. Comment ? Et il y a un concert au 7e qui va bientôt démarrer par le Bureau des Arts. Vous avez raison d'essayer de dédramatiser Parcoursup. Moi, je ne suis pas de la génération de Parcoursup et je me suis longtemps interrogé qui avait pu pondre un projet pareil. Cela étant, vous disiez, on n'a pas d'autre solution que de prendre en compte les moyennes entre 14 et 15. Mais en même temps, vous dites, on n'est pas là aussi pour choisir des gens qui seraient uniformes. Alors, je ne veux pas insister sur la lettre de motivation. Vous disiez, on n'a pas de solution. Mais peut-être que vous avez d'excellents architectes en puissance qui auront 13,5, qui auront une lettre de motivation extrêmement construite où vous verrez une personnalité. Et inversement, quelqu'un qui va avoir 17 et qui ne sera pas forcément à l'arrivée un bon architecte. Donc quand vous dites on n'a pas de solution, peut-être que c'est en étude. On ne va pas le faire cette année, j'imagine, puisque vous l'avez décidé, mais c'était ma réflexion. Alors, je n'ai pas dit le contraire. D'abord, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai dit qu'en effet, les profils d'avant et d'après, en fait, en tout cas, les parcours avant le baccalauréat et le parcours après, quand le candidat est rentré, peut être un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas tout à fait, avec les mêmes types de profils, on n'a pas les mêmes résultats. Sur la question de Parcoursup, je pense qu'il y a aussi, j'ai parlé de massification tout à l'heure, mais c'est un fait réel. C'est-à-dire que dans les années 80, moi j'ai passé mon bac en 85, on était, je crois, entre 10 et 15 fois moins nombreux à faire des études supérieures. Donc Parcoursup est venu en fait essayer de trouver une solution en fait à la massification scolaire. C'est-à-dire qu'il y avait entre 10 et 15 fois plus d'étudiants qui rentraient dans le supérieur. Donc à un moment donné, il fallait quand même trouver une place à ces étudiants. Sur la question des lettres de motivation, c'est vrai qu'on y travaille. On n'a pas encore trouvé la solution parce qu'il faut aussi qu'on trouve
dans notre calendrier du temps pour les enseignants qui vont se réunir et qui vont passer une semaine à étudier toutes les lettres de motivation. L'autre possibilité, ce serait de dire, pour les 700 ou 800 candidats qui passent l'oral d'admission, on extrait de Parcoursup la lettre d'admission pour la glisser en fait dans le dossier. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on désanonymise, c'est pas facile à dire, l'oral d'admission. Parce que ça, c'est un principe aussi qu'on a voté en interne, c'est-à-dire que l'étudiant arrive sans portfolio, juste les mains dans les poches, et il ne donne pas son nom, il a juste un numéro de candidat. Ça évite plein de choses, ça évite aussi les surprises. Si on remet la lettre de motivation, ça veut dire qu'on désanonymise l'oral d'admission. Donc vous voyez, ça a plein d'incidences, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on arrive à mobiliser toutes nos équipes enseignants, ils sont déjà très mobilisés par ailleurs, ça veut dire qu'on désanonymise l'oral d'admission, ça veut dire quand même pas mal, voilà, c'est pour ça que c'est pas si évident à mettre en place. Je vous propose qu'on prenne encore les 3 questions, enfin il y avait 3 mains levées là-bas. Ah, tu donnes celui-là. Bonjour. Avec mon ami, on est en première année de DNMA d'espace. Étant donné qu'on n'est pas évalué avec des notes, je voulais savoir comment est-ce que vous effectuez l'équivalence entre guillemets entre nos notes du baccalauréat et nos ECTS qu'on a acquis en premier semestre. Quand c'est des lettres, c'est assez facile parce qu'on estime que A, par exemple, c'est entre 18 et 20, B, c'est 16, 18, 20, etc. Vous voyez, c'est assez facile de trouver des correspondances. Quand on est vraiment coincé, alors ça n'arrive pas souvent, mais c'est vrai que ça peut arriver, à ce moment-là, on prend langue avec l'établissement, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver quand même des correspondances. Parce qu'au final, malheureusement, il nous faut des chiffres. Donc il faut qu'il puisse y avoir une version ou une traduction, en tout cas, chiffrée. Ça arrive aussi, par exemple, avec les candidats étrangers. C'est pareil, ils ont parfois aussi un système de notation qui n'est pas le même. 1, 0, R, A, B, C, enfin voilà, on a tout type de... Donc on a un peu des grilles de traduction pour essayer d'être au plus juste, et encore une fois, en faveur du candidat. Il faut quand même le signaler à vos établissements. Je veux dire, si vous êtes excellente, ils nous transmettent un 18 points, quoi. Un DNMAD, je veux dire, on sait ce que ça vaut. C'est très intéressant d'avoir des profils comme des gens qui viennent de DNMAD si vous avez vraiment acquis les compétences avec beaucoup d'aisance. Voilà. Bonjour. Petite question sur la LV2. Parce que moi, j'ai fait anglais-italien et j'ai vu qu'il n'y avait que anglais et espagnol. C'est exact? Est-ce que du coup vous avez des cours adaptés pour les Italiens ou c'est vraiment que espagnol? Non, malheureusement, on fait que anglais et espagnol. On avait étudié ça à une époque, même d'étendre, mais en réalité, non. On propose que des cours de langue anglaise ou espagnole. Mais si vous avez fait anglais, vous pouvez prendre anglais. De toute façon, il n'y a qu'une seule langue à prendre. Hein. Il n'y a pas deux langues. Hein. Ah, il n'y a qu'une seule langue? Ouais, nous on propose deux langues, mais vous n'en prenez qu'une seule. Ok, ça va, merci. Bonjour, j'avais une question. Vous avez parlé de la charpente. Cette année, j'effectue un CAP charpente, mais ce n'est pas reconnu sur Parcoursup. Donc, est-ce que ça peut être pris en compte ou... À l'oral, hein, même chose. Ouais. Mais oui, sur les CAP, je pense qu'on ne le reconnaît pas. Il me semble que non. C'est le minimum au bac. Oui, mais j'ai aussi un bac avec. Ouais. Oui, mais vous avez fait d'autres formations. C'est un peu comme si vous cumuliez un certain nombre de formations. Nous, la référence, ça reste vos notes que vous avez obtenues, en tout cas, au bac. Ok. Ah ouais, bien sûr. Ce que j'ai dit. Bonjour. J'ai une question au sujet du dossier de croquis qu'il faut poser sur Parcoursup. Vous n'en avez pas parlé. Il concerne qui et quel est le minimum de dessin ou de production personnelle pour... Il n'y a aucun dossier, aucun croquis, rien. Parce que j'ai regardé sur Parcoursup, on nous demande de poser un dossier de 20 dessins à peu près. Pas nous. Bon, sûrement, ça ne devait pas de vous. Alors, c'est peut-être une autre école d'architecture. C'est peut-être proposé par Parcoursup au cas où vous cocheriez des vœux dans d'autres types d'écoles, école nationale d'art, par exemple, ou autre type d'école, ou d'école de design ou de formation particulière. Mais nous, vraiment, pas du tout de... Non, rien. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Et puis, bonne visite et bon